Marie-Hélène Parizeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Laval et vous êtes par ailleurs donc vice-présidente de la Commission mondiale de l'éthique, des connaissances scientifiques et des technologies à l'UNESCO. Oui. Ça. Commençons par revenir sur cette idée d'apprenance ou de l'école, du terrain où se construit la pensée et peut-être l'action de tous les citoyens. Comment développer une école au service de l'apprenance de la solidarité environnementale? Alors, écoutez, il y a plusieurs initiatives pour essayer de sensibiliser et puis de développer des apprentissages et des connaissances. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Quand vous avez affaire à des enfants, quand vous voulez les intéresser aux questions environnementales et puis développer leur sensibilité, mais aussi leur pouvoir d'agir, eh bien, il faut à la fois piquer leur curiosité, leur montrer les liens, les prendre à leur niveau, c'est-à-dire avoir des connaissances suffisamment vulgarisées pour qu'ils comprennent de quoi il est question, mais en même temps de faire des liens avec leur vie quotidienne. Donc c'est dans les écoles, il y a déjà des programmes de sciences naturelles, d'écologie. Il y a de plus en plus de connaissances transversales, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser des thématiques et puis on les utilise, que ce soit en mathématiques, en sciences, en français, etc. Donc ce sont des choses qui se développent, des outils pédagogiques qui se développent de plus en plus. On peut aller plus loin, évidemment. Il y a par exemple au Québec ce qu'on appelle le réseau des écoles Brundtland, qui sont des écoles tournées vers la question du développement durable. Donc si on veut avoir le label École Brundtland, on va à ce moment-là, l'école doit répondre à un certain nombre d'objectifs, si vous voulez, du réseau des écoles Brundtland. Donc, je crois que c'est très important qu'à l'école, en fait, il y a une cohérence entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait même à l'école. C'est-à-dire que si vous apprenez la question du recyclage et qu'est-ce que c'est la définition simplement de ce que c'est qu'une ordure, on s'aperçoit qu'on peut déconstruire ce mot-là, voir que quelque chose qu'on utilise, qu'on réutilise, qui se décompose. Donc vous voyez que pour l'enfant, à ce moment-là, à partir du moment où on fait du compost à l'école, à partir du moment où on fait le tri entre le papier et puis les autres déchets, il y a une cohérence de pratique et de compréhension qui se met en place. Après ça, il y a toutes sortes de projets. Il y a des écoles qui ont vraiment des initiatives, et ça vient souvent des professeurs, mais des fois c'est avec les associations de parents, où on met en place un jardin potager, on fait de la plantation d'arbres, enfin, il y a toutes sortes de projets qu'on peut mobiliser, mais c'est toujours l'idée que, dans le fond, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait pour qu'il y ait une résonance dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que l'enfant arrive à la maison et puis vous dit pourquoi est-ce qu'on jette alors qu'il faut trier? Pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut aller tout simplement à l'école à pied plutôt que de prendre la voiture ou de prendre le vélo? Enfin, c'est une autre façon de montrer qu'il y a des possibles différents, et c'est par l'enfant souvent que les comportements des parents vont changer. Et donc, il y a un potentiel extraordinaire. Mais c'est un travail qui se fait sur le long terme. On ne peut pas penser à des résultats comme ça à court terme. Juste pour finir sur ce point, vous abordez cette question de l'expérientiel, du cadre de la nature, urbaine ou rurale. Je voudrais savoir, en fin de compte, s'agit-il d'une impression, mais cette place de l'expérientiel dans les apprentissages aujourd'hui semble parfois se heurter au développement de jeux numériques et virtuels, d'outils virtuels et numériques. Je suis un enfant des cabanes des bois, réalisé avec mon grand-père. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les salles de jeux intérieures se multiplient et que l'environnement est parfois considéré comme un espace à risque
en matière d'accompagnement des enseignants ou des groupes sur des mineurs, en tout cas peut-être en France. C'est un constat. Que pensez-vous de cette évolution du réel au virtuel? Alors, je crois qu'il y a certainement un élément de transformation, mais ça ne correspond pas nécessairement au même groupe d'âge. Il faut faire attention. Là, j'ai parlé plutôt des enfants au primaire qui sont pas trop encore dans les apprentissages numériques, c'est-à-dire les apprentissages numériques. On commence à les mettre petit à petit. C'est des enfants de plus en plus qui ont les tablettes entre les mains quasiment à l'âge de 2 ans ou 3 ans, ce qui est, à mon point de vue, enfin, il faut avoir un certain sens du dosage, c'est le moins qu'on puisse dire là-dedans. C'est sûr qu'il y a une banalisation pour l'enfant de l'univers numérique. Mais ce qui est fascinant, en tout cas, moi ça fait plus de 25 ans que j'enseigne à l'université, et c'est que je vois bien que les générations que j'ai actuellement de jeunes scientifiques qui suivent des cours d'éthique environnementale, eh bien ils ont un regard beaucoup plus critique sur le numérique que la génération qui a 10 ans de plus, par exemple. Donc, il ne faut pas les prendre pour si naïfs que ça non plus. Ils savent faire la part entre la manipulation, le réel, le virtuel. Ce qui est sûr, c'est que à l'adolescence, il y a un phénomène comment dirais-je, d'agglomération, de groupe autour surtout chez les garçons, là, de l'utilisation du numérique, du rapport au fantastique, alors de l'utilisation de la science-fiction comme arrière-plan de l'imaginaire. Le lien avec l'environnement, alors il faut le construire autrement dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'il faut que les espaces communs, que l'école soient des lieux où l'environnement est véritablement présent. Alors, on parle de verdir les villes, mais c'est aussi comment dirais-je, c'est les bâtiments, c'est les immeubles, c'est des projets collectifs. Il faut être beaucoup plus imaginatif parce que nos enfants qui vivent dans les villes et dans des appartements qui n'ont pas ce contact que d'autres enfants qui habitent des banlieues vertes ou à la campagne n'ont pas cette possibilité d'expérimenter la nature, de jouer avec l'eau, la boue, même faire des petits feux de camp, etc. Donc il y a des formes de comment dirais-je, à réinventer. Je crois que de toute façon notre rapport à l'environnement il est à la fois, je dirais, constant et en même temps on respire de l'air, il fait froid, il fait chaud, c'est ça. Mais il reste que cette construction du rapport, parce que c'est quand même un construit aussi, il y a des dimensions de construit dans ce rapport à l'environnement, eh bien il faut, parce que on construit un milieu où on vit, qui est un rapport entre la nature, la culture, la technique, eh bien donc il y a des éléments où il faut effectivement être très créatif. Ça va pas sans difficulté, mais il y a des formes, si vous allez par exemple au Japon, vous avez des formes de ritualisation collective autour de moments dans l'année où c'est un rapport qu'on institue culturellement à la nature. Je vais parler au Japon, on sait que c'est les cerisiers en fleurs, mais c'est certains lieux sanctuaires dans lesquels on va avoir cette relation. Au Québec, c'est quelque chose qui est institué avec 2 phénomènes assez amusants qui sont réguliers dans l'histoire des enfants. À l'automne, vous avez des autobus scolaires qui s'en vont dans les vergers et les enfants vont ramasser des pommes. Bon, et ça, c'est, même si vous habitez en ville, les enfants qui habitent Montréal vont faire ça. L'autre événement qui est culturellement significatif dans un rapport à la nature, c'est au printemps, quand les érables coulent, c'est la cabane à sucre. On va goûter le sirop d'érable. Alors c'est quelque chose qui est significatif culturellement ici. Donc quand on parle de relation à l'environnement, c'est construire du lien avec l'environnement, mais qui a une dimension culturelle. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut, moi je crois, ritualiser, développer et créer pour que les enfants qui justement habitent la ville puissent avoir ce contact beaucoup plus étroit avec la campagne, avec la forêt, etc. Ritualiser des espèces de cueillettes formidables comme
comme lecture et transversalité quand on sait que la cueillette est une des pratiques humaines oui. les plus reliantes à l'échelle de la planète. Ah oui, mais tout petit Québécois, pour lui, l'automne, c'est on va ramasser des pommes. Alors, je veux bien goûter la tarte aux pommes au sirop d'érable. Continuons sur un deuxième questionnement autour des trois angles. Savoir, pouvoir, agir. Et vouloir, pardon, j'ai oublié. Vouloir, savoir et pouvoir agir. Je commencerai par ressentir aussi d'abord. Ressentir. Oui, parce que je crois qu'il faut ressentir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion aussi au départ. Parce que si vous êtes que dans le cognitif, ben, il y a quelque chose qui vous manque dans le rapport au monde. Sentir. Sentir. Je vais l'intégrer dans l'écosystème des pratiques. Mais alors sur cette question de l'action, on voit bien qu'il y a une conscience qui s'est développée autour de l'enjeu environnemental, de la conscience à l'action, au projet de vie, seul ou en famille, au projet commun sur un territoire. On voit bien qu'il y a un certain nombre de freins. Alors je refais du lien avec l'école quand on voit les normes sanitaires, environnementales, qui font que pratiquer la cuisine, en tout cas chez la France, devient de plus en plus difficile pour les professionnels, et en fin de compte ça questionne souvent leur éthique. On en parlait tout à l'heure, on ne peut pas pouvoir cuisiner un tel ou tel produit dans un milieu collectif parce que la sécurité et les normes l'imposent, c'est compliqué. Enfin, comment passer de la conscience à l'action? C'est un sujet très compliqué parce que il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ce passage entre la conscience d'un problème et puis la volonté après ça de changer ses comportements, ses habitudes, ce qui implique nécessairement une rupture à l'intérieur de ses habitudes et puis de sa compréhension du monde. Donc il faut qu'il y ait à la fois des éléments qui soient suffisamment sûrs, c'est-à-dire où la connaissance d'un problème fait qu'on est capable de bien cerner le problème, et puis après ça, il faut que d'autre part, il y ait des portes de solutions, hein, et donc il y a des possibilités d'agir. Et certains sujets, par exemple, prenez le cas des changements climatiques. On s'aperçoit que les gens savent que, dans le fond, les changements climatiques sont là, qu'il y a des preuves scientifiques de ça, il y a le GIEC, là, les gens commencent à être de plus en plus, enfin dans nos pays occidentaux, s'entendent, commencent à avoir une compréhension, une conscience de ça, mais après ça, de voir comment est-ce qu'on change de comportement individuel et collectif, c'est là où ça devient plus compliqué. Parce que, d'une part, ça veut dire quoi concrètement les changements climatiques? Ça veut dire que de voir quand est-ce qu'on utilise finalement, quand est-ce qu'on produit du CO2 individuellement. Bon, pour ceux qui ont une voiture, tout de suite on dit, bon, la voiture, ça produit du CO2. Certes, mais on voit bien, et c'est là où vous avez raison, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser leur voiture. Bon, alors la question c'est toujours, mais si moi je sacrifie, par exemple, ma voiture, ou si je suis tout seul, ça ne changera rien. Donc il y a l'espèce de sentiment de vacuité, c'est-à-dire de toute façon, puisque je suis tout seul, pourquoi est-ce que je le changerais? Tout le monde le fait, pourquoi est-ce que je changerais mon comportement? Alors, donc, on peut, bon, comme ça a été dit dans ce colloque, il y a les saints et les militants. C'est bien, ils peuvent donner l'exemple, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte que la motivation des gens va changer. Donc, ça veut dire que on peut pas faire ça seulement individuellement. Il faut qu'il y ait des mécanismes sociaux, soit des formes d'adaptation à une échelle très locale. Ça peut être un changement de la façon dont dans une famille on va gérer la voiture. Alors au lieu d'avoir 2 voitures, on en a une. Là je parle de critères nord-américains. Hein. Mais ça déjà, je vous assure, si on passait de 2 voitures à une voiture en Amérique du Nord, ça serait déjà pas mal. Donc celle des enfants aussi.
Parce que des fois, bon, enfin, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il y a la gestion de l'énergie au niveau familial. Alors, ça peut être, la voiture, mais c'est aussi toutes les autres formes d'utilisation du carbone. Et puis, après ça, évidemment, si vous n'avez pas au niveau local et au niveau, ça peut être municipal, les moyens, et je pense par exemple à la ville de Québec, qui n'a pas pris le tournant politique du transport en commun de façon efficace. Je prends l'exemple de la ville de Sherbrooke, qui, elle, a décidé d'offrir une passe d'autobus à tous les étudiants inscrits à l'université. Résultat, tout le monde se balade en autobus à Sherbrooke. Résultat, il y a plus d'autobus parce qu'il y a plus de monde, donc tout est plus efficace. Une ville comme Québec, qui ne peut pas avoir de métro vu son étendue, pourrait faire le même choix. Là, c'est vraiment un problème politique. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose où c'est pas encore arrimé en quelque sorte. D'où l'importance de ces militants et de ces saints qui mobilisent, qui font des pressions sur le politique, qui font des manifestations, qui, à un moment donné, comme on en voit à Québec de plus en plus, parce que là je prends mon exemple local, il a fallu qu'il y ait énormément de gens qui se mettent en vélo pour que la ville mette des couloirs pour les vélos. Mais elle l'a fait sous la pression des gens. Donc à un moment donné, c'est aussi le fait que il y a des comportements collectifs, individuels qui se surajoutent et qui disent ben oui, mais nous on fait le tournant. Parce qu'on est capable de le faire, parce que c'est quelque chose que je peux faire, parce que je vois que concrètement, je peux changer des choses. Et il faut, et là, je crois que là, c'est peut-être, c'est un problème général, c'est que dans la motivation à changer un comportement, il faut qu'il y ait un avantage. Il faut qu'il y ait un plus, qu'on voit un résultat. Il faut que ça soit positif. Or, le problème, et ça, je dirais que c'est vrai partout, mais en France particulièrement en ce moment, on a l'impression que l'environnement, c'est nécessairement une contrainte. Et c'est toujours négatif. On est dans le catastrophisme, on n'est pas du tout dans une approche positive de l'environnement. Et à partir du moment où on ne changera pas le discours sur l'environnement en montrant concrètement qu'est-ce que ça rapporte quand vous prenez votre vélo à la place de prendre votre voiture? Ben, sur le plan de la santé, ça fait un plus. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer au bout de 6 mois, 1 an. Peut-être pas à votre âge, mais au mien, je vous assure que ça fait la différence. Bon, et donc c'est ce genre de choses aussi où, à partir du moment où vous faites les liens sur les bénéfices globaux, pas simplement pour la société en général, mais pour soi, il faut qu'il y ait des résonances tout le temps. Et il faut que ça soit montré positivement. Moi, je crois qu'on a un problème de discours sur l'environnement. On a vraiment un problème de discours. Et à partir du moment où on va changer les discours, et c'est ça qui est intéressant quand on travaille avec des gens qui sont vraiment impliqués et qui font à leur échelle, et puis au niveau des entreprises, au niveau des universités, au niveau local, communautaire, des gens dans une rue, à partir du moment où il y a des discours qui changent, c'est étonnant. Le passage à l'acte se fait beaucoup plus rapidement. Petite anecdote. Il y a eu à un moment donné un débat au Québec parce que dans la ville de Drummondville, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre son potager devant sa maison. Et là, il y a eu des voisins qui se sont opposés à ça. Et ça a fait toute une histoire parce qu'il y a eu un règlement municipal qui a été passé contre les potagers devant la maison, qui a été... Enfin, après ça fait boule de neige au Québec. Et c'était très intéressant parce que c'était à la faveur de tout ce qu'on appelle, je dirais, l'agriculture urbaine. Et c'était un mouvement qui prend de l'ampleur. Alors c'est très amusant parce que en fait, la ville de Drummondville a été obligée de revoir son règlement parce que la pression des gens était telle que ça les a fait changer de... Et là, les potagers se sont mis à se multiplier. Et quand vous faites un potager devant votre maison, ben, vous vous apercevez que votre voisin vient regarder, que les enfants viennent manger les raisins de votre vigne, mais avec plaisir, enfin vous les laissez manger, mais que c'est comme ça que les enfants commencent à faire le lien avec qu'est-ce que c'est que cultiver, prendre soin.
et que là vous apercevez que votre voisin qui utilisait des pesticides pour sa pelouse, ben finalement il n'ose plus, il en prend plus, et puis qu'il change sa façon de faire. Enfin, que ça fait des éléments de boule de neige. On peut pas. Tout ça, c'est pas linéaire non plus. Mais moi, je crois beaucoup aux initiatives, je dirais individuelles, mais qui, encore une fois, montrent plus, qui montrent que qu'il y a un avantage. C'est vrai, je vais juste faire un écho. Depuis de nombreuses années, vous avez utilisé le mot positif. Et c'est vrai que ce mot, quand on sait que la promotion de la santé, par exemple, est fondée sur une approche positive du pouvoir agir, que celle que vous illustrez là est fondée sur une approche positive de l'environnement et du modèle environnemental, et que lorsqu'on croise la santé environnementale, qui est la frontière entre les humanités et la nature, c'est souvent pour revenir à une approche de risque et de négatif. Oui. Et ce paradoxe permanent, même illustré dans certains textes politiques, de risque environnemental, est encore relativement prégnant. En tout cas, je parle de la France. A-t-on un problème avec le positivisme dans les discours et les médias aujourd'hui, tant nous utilisons le risque et la peur comme une mécanique en matière de prévention? On voit bien que les cultures anglo-saxonnes sont revenues, parfois peur de quoi, etc. Donc, je m'interroge sur ce dernier point, sur le pouvoir agir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où l'approche positive, l'approche valorisante positive, n'est pas si fréquente que ça, médiatiquement, entre autres. Je crois qu'elle n'est pas fréquente du tout. Elle n'est pas fréquente du tout, mais là, ce que vous illustrez par rapport à la santé environnementale, pour moi, c'est très intéressant parce que ça part, si vous voulez, de tout ce qui est historiquement de la santé publique, de l'hygiénisme du 19e siècle, et donc de cette tendance à vouloir maîtriser l'environnement. Donc, on est dans un paradigme encore de maîtrise de l'environnement pour pouvoir contrôler les conditions d'une bonne santé publique ou individuelle, mais on est dans un mode, encore une fois, où l'environnement est vu comme menaçant. C'est-à-dire, c'est l'origine de il faut contrôler, il faut mettre en ordre cet environnement qui est menaçant. Alors, le problème, c'est que ce discours-là continue dans le domaine de la santé publique. Quand on parle de la santé environnementale, on parle essentiellement des contaminants, des niveaux de pollution. On n'est pas du tout dans un mode du vivre avec. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait une différence entre la santé environnementale et l'éco-santé ou la santé écologique, qui, cette fois-ci, dans la perspective de l'écologie, de la santé écologique ou de l'éco-santé, c'est de partir du ressenti, c'est-à-dire de dire que justement, il faut être bien dans son environnement. Donc, quelles sont les conditions du bien dans l'environnement? C'est exactement une posture inverse. Donc, quand vous partez du bien, comment est-ce que je me sens bien dans mon environnement? Est-ce qu'il est harmonieux? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que je sens l'air frais ou est-ce que je respire l'air en boîte, de l'air climatisé? Est-ce que je vois un ersatz de pelouse ou est-ce que je vois un potager ou un aménagement paysager qui est tel qu'il me réjouit et me fait du bien parce que c'est beau? Est-ce que je suis heureuse d'aller cueillir, je sais pas moi, des fruits, des cerises dans le cerisier, enfin peu importe. Là. Le cerisier de l'UNESCO, voilà, un exemple dans l'olivier, je suis pas sûr qu'on puisse aller les cueillir. Bon, enfin ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'idée que c'est une posture complètement différente, c'est-à-dire que l'environnement me fait du bien. Et comment est-ce que j'aménage mon environnement culturel humain dans l'environnement nature de manière à ce que je me sens bien. Donc, on est tout à fait dans une autre perspective parce que si je me sens bien, je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps.
Et donc, au niveau du rapport à la santé, j'ai quelque chose de complètement différent comme attitude. Donc, si je sors dans la rue et que je suis agressée par le bruit des voitures, l'odeur des voitures et le nombre de voitures, ou si j'arrive dans une rue calme, où qu'est-ce que je vois, c'est des vélos, des trottinettes d'enfants, puis des gens qui marchent, quelques voitures, parce que c'est pas incompatible tout ça, mais c'est de renverser la tendance, c'est-à-dire si on voyait plus de marcheurs, de promeneurs, au lieu de voir plus de voitures, plus de camions, etc., peut-être qu'aussi on serait mieux dans le milieu dans lequel on vit. Donc c'est vraiment le positif. Parce qu'à partir du moment où on veut être bien dans son environnement, ben, on va l'améliorer. Et on va aller chercher justement qu'est-ce qui est harmonieux. Et ça, c'est un mot qu'on a perdu complètement de notre vocabulaire. Si vous allez en Asie, au contraire, c'est une précaution constante. Parce que je crois que ça, c'est quelque chose qu'ils ont gardé comme étant quelque chose qui est important dans notre façon d'être au monde. Ça, c'est... Sincèrement, je vais pouvoir dire aux acteurs de la promotion de la santé et de l'environnement qui se rapprochent aujourd'hui de plus en plus ces dernières années qu'ils sont donc tous des acteurs de l'éco-santé. Oui, absolument. Ok, Dana nous apporte toujours ces concepts multiples et je suis friand d'aller le creuser et de continuer à le creuser, ce concept d'éco-santé. Dernière question. Quelle question mériterait plusieurs dizaines d'heures de cours avec vous? Eh ben, je vais aller à l'extrême opposé en vous demandant comment pourriez-vous en 1 minute donner envie de comprendre et de questionner ce sujet que vous connaissez tant, qui est l'éthique environnementale. En 1 petite minute, pourquoi comprendre et vouloir comprendre la question d'éthique environnementale? Bon, c'est impossible. C'est impossible. Mais je vais prendre un peu le biais que j'utilise avec mes étudiants, parce que j'enseigne beaucoup aux étudiants en sciences, à la faculté des sciences et génie à l'Université Laval. Les étudiants en sciences ont des cours obligatoires sur les questions d'éthique de l'environnement. Ou éthique biomédicale. Ça fait partie de leur parcours. Et en fait, moi je suis fascinée, ces étudiants-là sont extrêmement dynamiques, ils sont conscients des problèmes environnementaux et ils me disent « aidez-nous à trouver des solutions ». Mais pour trouver des solutions, il faut comprendre d'où on vient. Qu'est-ce qui construit notre représentation du monde? Qu'est-ce qui construit notre représentation de la nature? Quelles sont les tensions entre le monde occidental puis sa représentation du monde tel qu'il l'a construit philosophiquement et pratiquement à travers la science, cette espèce d'idée d'objectivation de la nature ou d'objectivation de la compréhension de la matière, et le vécu. Et donc là, je leur dis, bon, ben voilà, il faut commencer à déconstruire ça, puis essayer de comprendre quelles sont les valeurs importantes. Alors quand je leur dis, c'est quoi, qu'est-ce qui est au fond de votre vie, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que vous recherchez, évidemment, quand on a 20 ans, on cherche le bonheur. Rendu à 50 et quelques, on cherche autre chose, peut-être la sagesse. Mais en tout cas, c'est à partir de ça qu'on vient chercher les gens. C'est qu'est-ce que vous cherchez, quel est le sens de votre vie. Et après ça, on déconstruit un peu la culture, l'histoire de notre culture occidentale et on cherche les valeurs qui font sens et pourquoi on est arrivé là, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui peut continuer à faire sens. Et puis, en même temps, quand on a 20 ans, on se pose des questions très franches. On se dit, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le sens de la mort, de la souffrance. Et ça, c'est de l'éthique, ces questions-là. Donc, vive les jeunes, quoi. Je résumerai, je finirai mon propos par je voudrais bien aller passer ces dizaines d'heures à vous écouter. C'est bien, c'est gentil. Voilà. En tout cas, sincèrement, merci beaucoup d'avoir incarné ces parallèles entre humanité et environnement. Merci. Bon, c'est bien. Merci.